Alors, on est en 1958. Euh, Hitchcock est sur le point de réaliser son 45e film sur une filmographie qu'en comptera 52 au total. Il a déjà derrière lui le grand film Fenêtre sur cour avec James Stewart et deux autres films qui par contre n'ont pas été des grands succès, hein, qui sont La main au collet mais qui a tué Harry, et qui n'ont pas rencontré de succès ni vraiment critique ni public, donc il est dans une phase où il doit un peu renouer avec le succès pour assurer son indépendance artistique. Donc il y a une certaine pression sur ses épaules, hein. Ça fait longtemps qu'il a fait le voyage de l'Angleterre à Hollywood. Et donc il cherche un sujet qui puisse un peu le relancer. Ça va être le cas avec Vertigo, et il va là faire une succession de très très grands films qui sont vraiment considérés comme les plus maîtrisés de sa carrière, qui seront donc Vertigo. Ensuite il y aura La mort aux trousses, Psychose et Les oiseaux. Donc on est vraiment dans la crête de sa carrière, qui déclinera un petit peu après, avant qu'elle ne s'achève. Il lui restera encore quelques films à réaliser. Donc il a quelques problèmes de santé aussi à ce moment-là. Il subit plusieurs opérations qui retardent un petit peu son travail. C'est quelqu'un qui est assez productif. Et il a déjà au début des années 50, il avait jeté son dévolu sur un roman du tandem français, donc Boileau-Narcejac, qui l'avait intéressé, mais il s'était fait doubler par Clouseau. Et donc ce livre a été adapté. C'est devenu Les Diaboliques, qui a été un beau succès de Clouseau, qui d'ailleurs sera peut-être un jour programmé ici. Et donc les deux auteurs savent que Hitchcock est intéressé par leur production, et le livre qu'ils écrivent, D'entre les morts, et ils le font avec la potentielle idée que ça puisse intéresser Hitchcock, ce qui sera le cas. Ça va donner lieu à un gros travail d'adaptation, puisque c'est un roman français qui donc a tout un contexte, hein. Le personnage est obsédé par la débâcle de 40, il y a beaucoup de choses à recorriger, et il y a pas mal d'ajouts qui sont faits, de modifications. Il y a 3 scénaristes qui vont travailler sur le film, dont le dernier qui lui sera vraiment à l'écoute de ce qu'Hitchcock demande, et ce qui va permettre une collaboration qui donnera au récit quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'il a envie de montrer. Ils vont notamment ajouter le personnage de Midge, qui n'est pas du tout dans le roman original, et faire aussi une entorse par rapport au roman policier. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est le fait de révéler pratiquement une demi-heure avant la fin le fameux twist, hein, le retournement, et toute la vérité sur cette histoire de manipulation. Euh, donc le scénario étant prêt, il va chercher son casting. Donc il retravaille avec James Stewart, avec qui il a déjà travaillé. C'est leur 4e collaboration. Ce sera la dernière d'ailleurs. James Stewart est toujours prêt à suivre Hitchcock. Là, c'est un rôle intéressant pour lui, parce que c'est quelqu'un qui est complexe, hein, qui ne correspond pas vraiment au canon du genre de personnage qu'il peut jouer. Avec un personnage qui devient progressivement, qui rentre dans une forme de perversion, dans des sentiments assez ambivalents. Donc c'est une proposition qui l'intéresse beaucoup. Et il prévoit au départ, pour le rôle féminin, de travailler avec Vera Miles, et il écrit vraiment le rôle pour elle. Malheureusement, les contretemps, et notamment une opération de Hitchcock, font qu'elle ne sera pas disponible parce qu'elle tombe enceinte. Et ça va l'irriter profondément. On sait qu'Hitchcock travaillait vraiment pour des actrices, et il voulait travailler avec certains types, certains physiques aussi. Et pendant un moment, il est un peu déstabilisé, il pense même arrêter. Et puis on lui propose Kim Novak, qui à l'époque est déjà une star, elle a 25 ans. Et il accepte de faire le film avec elle. Cela dit, il va lui faire un petit peu payer pendant le tournage le fait qu'elle ne soit pas Vera Miles. D'ailleurs, il y a pas mal de parallèles, hein, entre la manière dont il travaille et puis le sujet même du film, mais ça on en reparlera. Donc le tournage est un tournage qui fonctionne bien, mais sur lequel les rapports sont un petit peu tendus. Kim Novak est très intéressée par ce rôle parce qu'elle y voit évidemment plein de symboles sur le métier même d'actrice. Mais Hitchcock lui donne pas énormément d'indications, elle ne sait pas exactement comment procéder. Et puis elle a quelques petites exigences. Elle est notamment à un moment, elle lui explique que le gris ne va pas à une comédienne blonde, et que ça ne la met pas suffisamment en valeur. Et donc Hitchcock lui dit, bah écoutez,
Il n'y a aucun problème, je vous donne rendez-vous avec ma costumière et vous aurez le droit de choisir entre toutes les nuances de gris que vous voulez. Et voilà, il y a tout un rapport comme ça de pouvoir qui se met un petit peu en place et qui fait que ce sont des rapports un peu tendus, ce qui est souvent le cas entre Hitchcock et ses actrices. Il l'a fait notamment plonger dans l'eau alors qu'elle ne sait pas nager, il refuse qu'elle ait une doublure parce qu'il explique que ça se verra, elle est un petit peu malmenée comme ça durant tout le tournage. Le tournage se déroule à San Francisco et en studio, et donc il y a pas mal d'idées de mise en scène qui sont expérimentées dans ce film. Donc vous avez, il faut savoir que Hitchcock vient du muet, il a fait ses classes dans le muet, et c'est quelqu'un qui vient du monde du design à l'origine. Donc chez lui, tout est très graphique. Hein, on sait que la majeure partie de ses films sont préparés sous forme de storyboard et qui sait exactement en termes d'image où il va aller. Donc tout est composé, il sait pertinemment ce qu'il veut. Et là, il va y avoir un travail, vous l'avez vu, hein, sur la couleur, qui est très intéressant, avec notamment des filtres, hein, un travail sur la photo. On le voit dans la scène notamment du cimetière, où la photo est extrêmement laiteuse, très floue, hein, pour ajouter tout cet aspect onirique à toute la première partie du récit. Et il va aussi travailler certains mouvements de caméra pour créer évidemment des extensions à ce vertige. Alors il y a le vertige en tant que tel, mais il y a aussi, hein, des mouvements, des élans comme ça qu'on voit régulièrement et qui vont travailler quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de labyrinthe sentimental qui se dessine au fur et à mesure que le récit se déploie. Donc pour filmer les vertiges, hein, c'est ce qu'on a appelé par référence au film un effet vertigo. Il a cette idée de faire un double mouvement inversé. Donc un mouvement mécanique où la caméra descend, hein, le long d'une ficelle si vous voulez, et en même temps un mouvement optique avec un zoom arrière. Donc on avance et on fait un zoom arrière, ce qui crée un double mouvement qui crée cet effet d'écrasement. Alors ils sont obligés de faire la cage d'escalier en maquette parce que ça ne marche pas sur l'échelle 1. Donc il y a un énorme travail qui est fait pour faire cet effet, qui sera ensuite évidemment beaucoup réutilisé. Hein, c'est notamment Spielberg dans Les Dents de la Mer qui le réutilise pour bien exprimer ce sentiment de peur cette fois. Il y aura aussi parmi les illustres réalisateurs Scorsese dans Les Affranchis qui le réutilise. Et puis aujourd'hui c'est devenu une espèce de cliché, hein, où c'est une sorte de facilité pour expliquer qu'il faut avoir peur à ce moment-là. Dans n'importe quel film de série B, on vous fait un effet vertigo, et c'est quelque chose qui est devenu extrêmement courant. Il y a aussi ce très beau passage où vous avez la caméra, un travelling à 360 degrés autour, hein, du couple lorsqu'ils s'embrassent, et qui permet au décor de changer et à Scottis de se retrouver, hein, dans le passé par le biais de Judy devenue Madeleine. Donc le film sort en 1958, la réception est plutôt mitigée, la critique reconnaît que c'est un bon film, le public est au rendez-vous, c'est pas non plus un triomphe, le film rentre dans ses frais, et il va être un peu... voilà, il va devenir un peu un souvenir parce que la fille d'Hitchcock, qui donc hérite de tous ses droits, ne va pas les exploiter pendant plusieurs décennies, et donc on ne va pas revoir les films pendant assez longtemps. Donc on va avoir des traces écrites de ce qui ont été dit dessus, de certains critiques, et on va voir aussi les témoignages de Hitchcock lui-même, notamment dans ses fameuses conversations avec François Truffaut, et la critique française, hein, toute cette fameuse critique des cahiers du cinéma, va largement contribuer à faire d'Hitchcock beaucoup plus qu'un réalisateur de l'usine à rêve d'Hollywood, mais véritablement un auteur, et c'est quelque chose qui va évidemment hâter le fait qu'on veuille revoir ces films. Et toutes les rééditions vont être de grands succès, et progressivement, c'est un film qui va devenir l'un des plus importants de la carrière d'Hitchcock, mais aussi de l'histoire du cinéma. Donc, comme je vous le disais, hein, tout à l'heure, il arrive régulièrement en tête des classements de critiques internationales comme étant l'un des plus grands films de l'histoire. Et il se dispute souvent entre la première et la deuxième place avec Citizen Kane d'Orson Welles, que je ne désespère pas de vous projeter un jour quand la copie sera disponible, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Et c'est un film qui aussi a fait beaucoup d'émules, hein, puisque chez de très grands réalisateurs, on va retrouver beaucoup d'influences. Alors évidemment, il y a Brian De Palma qui a passé à peu près la majorité de sa filmographie à réécrire et à refaire
Vertigo. Hein, il y a un très très grand nombre de films qui jouent et qui reprennent complètement cette structure-là. Et vous avez David Lynch aussi, hein, les deux femmes, l'une brune, l'autre blonde par exemple, on trouve ça dans Lost Highway, on le trouve aussi dans Mulholland Drive par exemple. Donc ce sont devenus des motifs vraiment, une sorte de mythologie du cinéma qu'on retrouve à intervalles réguliers dans de grandes œuvres. Donc la première chose qu'on peut dire du point de vue de toutes les pistes, très riche, hein, c'est un film très très dense qui mérite d'être vu et revu pour qu'on déploie un peu tout ce qu'on peut dire dessus. Mais si on voulait un petit peu s'arrêter sur certains points, le premier élément qui est intéressant, c'est évidemment de voir l'aspect policier. Hein, et la manière dont justement Hitchcock renouvelle un petit peu le polar avec ce film. C'est un grand spécialiste, soit des films d'espionnage, soit des intrigues policières, et donc il est face à une intrigue, hein, qui a tout pour plaire, qui est extrêmement bien écrite, et dans laquelle pourtant il renouvelle pas mal de ses thèmes de prédilection. Généralement, chez Hitchcock, vous avez, dans un très grand nombre de ses films, vous avez quelqu'un qui est accusé à tort, et qui va devoir prouver son innocence. Ce sera le cas par exemple de La mort aux trousses, hein, c'est ce motif-là. Et un personnage qui est une figure même de l'innocent, hein, qui est quelqu'un de pur, qui est quelqu'un qui représente le bien et qui se retrouve face à des forces obscures, si vous voulez. C'est pas du tout le cas là, hein, on est face à un personnage complexe, un personnage qui va déployer une véritable perversion, et ça c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. De la même façon, c'est lui qui exige qu'on révèle la fin bien en avance, et contre l'avis d'une grande partie de l'équipe et notamment des scénaristes, et il insiste vraiment pour cette idée-là. Et il l'explique notamment dans les conversations avec Truffaut. Il a cette anecdote il dit, si on me demande de filmer deux personnes en conversation et qu'il faut donner l'information qu'il y a une bombe qui a été réglée sur un minuteur, je vais toujours montrer la bombe en début de scène, parce que la conversation aura beaucoup plus de saveur et le public averti ressentira une tension bien plus intéressante que si subitement, au bout de la conversation, il y a une explosion. Et à partir de là, ça explique la manière dont il construit aussi ses intrigues et le rôle qu'il va donner au spectateur sur la fin du film. L'autre grand point aussi, c'est évidemment la mise en abîme du cinéma, hein, qui est assez limpide dans ce film. Hitchcock a un rapport avec les actrices dont il parle clairement dans ce film, puisque c'est un film sur la création d'un personnage, une réflexion vraiment sur qu'est-ce que c'est que la femme objet, qu'est-ce que c'est que la femme parfaite. Et Kim Novak a été vraiment intéressé par ce rôle pour ça. Et lui s'interroge aussi justement sur cette figure, comment on écrit et comment on montre ce rapport à une comédienne qui devrait jouer un rôle et qui devrait l'incarner jusqu'à un certain stade. Et c'est là que va rentrer l'autre dimension, qui va être celle du grand film d'amour, finalement, dans la filmographie d'Hitchcock. Ce film-là, c'est probablement celui qui est le plus lyrique, hein, et ce lyrisme, on le retrouve notamment grâce à la contribution de Bernard Herrmann, hein, le compositeur de la bande originale, qui a collaboré 7 fois avec Hitchcock. Là, c'est leur 4e aventure commune, et qui connaît pertinemment le cinéma d'Hitchcock, et qui allait même jusqu'à dire que Hitchcock faisait 60% du film et que lui se chargeait des 40% restants. Ce qui a fini par un petit peu irriter Hitchcock d'ailleurs, qu'il a éjecté sur la fin de sa carrière, parce qu'il sentait qu'effectivement il y avait un ascendant de Bernard Herrmann qui était considéré quasiment comme un binôme. Et donc il a fini par se débarrasser de lui, probablement à tort, mais en tout cas il y avait une question d'ego, hein, qui était là. Et Hitchcock s'est toujours très bien entouré, on le voit aussi avec le générique de Saul Bass, hein, tous ces graphismes sur la spirale qui sont extrêmement envoûtants et qui créent une atmosphère. Et Saul Bass avait la capacité de comprendre un scénario et d'arriver en quelques lignes à en donner la saveur et puis la symbolique. Hein. Pour La mort aux trousses, Saul Bass, après, il aura justement des lignes droites, hein, avec toutes ces idées de direction et puis cette façade de verre qui ouvre le film. Donc, grande histoire d'amour, avec en fait une réflexion sur ce qu'est l'amour sublime, ce qu'est l'amour parfait. Et la manière dont
un homme va considérer la création parfaite, l'amour absolu. Et toute la première partie, où le rapport que Scotty a avec Madeleine est un rapport qui joue sur deux tendances qui sont un petit peu contradictoires. La première, c'est qu'on est dans un lyrisme pur où on va vous montrer des images absolument sublimes d'une femme. Et la deuxième tendance, c'est que ces images ne cessent de montrer à quel point tout est factice. Comme si Scotty, dès le départ, on cherchait d'une certaine façon à l'avertir. Madeleine, par exemple, apparaît très peu de face. Elle est la plupart du temps de profil. Souvent, quand elle apparaît de profil, il y a des moments où elle s'arrête, où clairement elle prend la pause pour se montrer. Alors, il y a toujours une confusion, puisqu'on est dans un système de caméra subjective, c'est-à-dire que nous voyons ce que voit Scotty, donc clairement elle se pose pour le spectateur, mais Scotty est toujours en figure de spectateur. La première fois qu'il la voit, par exemple, au restaurant, chez Ernie's, elle a une splendide robe verte qui est vraiment tout en contraste par rapport aux tentures rouges en velours derrière, et on ne voit déjà qu'elle. Et quand elle arrive, elle s'arrête, et il y a un moment où, très clairement, l'éclairage s'intensifie au moment où elle passe, elle devient une sorte d'icône, voire de vitrail. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la porte même du restaurant, ce sont des vitraux. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fabrication d'une image parfaite, qui va expliquer tous ces choix de mise en scène et cette manière dont elle se présente. On voit aussi une autre construction très belle, lorsqu'il prend la porte de derrière pour arriver, pour la voir chez le fleuriste. Juste à côté de la porte, vous avez un miroir. Et d'une certaine façon, ici, vous avez Hitchcock qui invente ce qu'on a appelé le split screen après, que De Palma a utilisé énormément, où vous avez deux images qui cohabitent au sein du même cadre. Et on voit clairement Scotty en position, encore là, de spectateur. Il regarde, il contemple cette femme sans pouvoir lui faire face, parce qu'elle n'existe pas réellement. Et donc cet amour sublime, c'est l'occasion pour Hitchcock de vraiment travailler la mise en scène en se demandant comment montrer la pure beauté tout en avertissant de son caractère romanesque et illusoire. Car c'est un film vraiment sur l'écriture. Et sur une écriture à plusieurs niveaux. Vous avez Scotty qui, quand il va rencontrer Jodie, va réécrire Madeleine à travers Jodie, mais en réalité, ce personnage est tombé amoureux d'un être lui-même romanesque qui n'existait pas depuis le début. Et on est vraiment dans... Et c'est en ça qu'on a justement cet effet de vertige, c'est qu'on a une succession de couches qui, à chaque fois, aboutissent à pas grand-chose, à quelque chose qui est de l'ordre, évidemment, du fantasme. Et c'est ça qui intéresse vraiment Hitchcock dans la deuxième partie du film, où là, Scotty, pour le coup, va devenir quelqu'un de plus brutal, de plus directif, de plus présent et en même temps de plus inquiétant. Et en ça, il se rapproche de plus en plus de la figure du réalisateur de cinéma, qui sait exactement ce qu'il veut, qui a des images mentales et qui veut arriver à les matérialiser, si vous voulez. Vous avez donc tout ce passage où Scotty va reproduire la figure idéale. Il va la créer, il va la mettre en place, et il faudra à tout prix qu'elle corresponde à ce qu'il veut faire. Dans les conversations avec Truffaut, Hitchcock se libère beaucoup. Dans le système hollywoodien, il est obligé de passer par des symboles, il est obligé d'avoir des sous-entendus. Je vous rappelle que le code Hays, donc le code de censure à Hollywood, est en vigueur jusqu'en 1966. Donc là, il n'est pas question de prendre trop de liberté, mais il est évident qu'on a tout un travail sur la perversion, sur le fétichisme notamment, avec tout ce travail sur les objets, sur les accessoires qui sont extrêmement précis, qui reviennent à intervalles réguliers. Et dans les conversations donc avec Truffaut, Hitchcock prend un malin plaisir à mettre les mots clairement sur les choses. Il explique notamment la fameuse scène où elle sort de la salle de bain, cette scène qui est dans une lumière verte, très étrange. Et il dit, voilà, quand elle arrive, elle s'est teint les cheveux, elle arrive, c'est une femme nue, pratiquement nue, qui est prête à s'offrir à Scotty, mais, je cite Hitchcock, il dit, elle a encore gardé sa culotte. Le chignon, c'est la touche finale qui fera qu'elle s'offrira entièrement, et à partir de là, il peut y avoir réellement passage à l'acte sexuel. Et il dit clairement que c'est un personnage qui est nécrophile et qui cherche à coucher avec une morte en ayant la possibilité de la recréer de toutes pièces. Et donc vous avez quelque chose qui devient assez violent
d'où cette dernière montée dans laquelle vraiment il va brusquer la femme pour pouvoir lui faire avouer tout ce qui s'est passé. Et c'est un film qui passe d'un lyrisme extraordinaire, grâce notamment à la musique, à quelque chose de beaucoup plus violent et de beaucoup plus cru. Et qui révèle ces vrais sujets qui sont un film sur le vide et un film très clairement aussi sur la mort. Un film sur le vide parce qu'on le voit depuis le départ, tout ce qui est de l'ordre de la beauté repose sur quelque chose qui n'existe pas. C'est intéressant de reprendre tous les éléments et de se rendre compte que Madeleine, l'amour parfait et idéalisé de Scotty, est quelqu'un qui a été écrit et qui repose sur du vide, qui n'existe absolument pas. Et il y a un thème graphique, spatial, dans le film qui est très intéressant, c'est celui du pont suspendu. On le voit très régulièrement. Dès la toute première scène, sur les toits, quand il court sur les toits, on voit le pont suspendu derrière, et on les revoit à intervalles réguliers, et vous avez cette structure horizontale qui repose un petit peu, si vous voulez, à intervalles réguliers, sur des grands bancs de vide. Et vous avez c'est assez intriguant, toute cette petite discussion avec Midge sur les soutiens-gorge qui sont faits sur la structure des ponts suspendus, justement. Et il y a ce motif qui revient très régulièrement et qui montre justement une sorte de funambule qui est au-dessus du vide et qui se déplace dans quelque chose de totalement irréel. Toutes les scènes de filature, très longues, vous remarquerez que la plupart du temps, ils sont totalement seuls. Seuls dans le musée, seuls dans la forêt, seuls dans le cimetière. Il n'y a personne autour d'eux. Comme si on était évidemment à chaque fois dans quelque chose d'onirique et qui est de l'ordre du pur fantasme. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment va aider ce personnage qu'est Scotty à écrire son propre scénario idéalisé. Parce que le Vertigo, qui est là aussi un titre que Hitchcock a imposé, il y avait un très grand nombre de propositions de titres, mais lui voulait absolument que ce soit Vertigo. Il y a évidemment plusieurs sens à ce vertige. Vous avez le vertige, la phobie initiale, la phobie du vide, mais vous avez aussi évidemment la peur d'un autre vide qui est celui du vide de sens du réel qui est trop médiocre aux yeux de Scotty. Scotty est un personnage qui d'ailleurs le dit, il a quitté la police, il ne va rien faire, il passe son temps à dire qu'il se promène, qu'il n'a rien à faire, et c'est quelqu'un qui doit combler ce vide et qui a aussi un vertige par rapport à ce vide. Et paradoxalement, la proposition qu'on va lui faire, c'est d'utiliser son vertige pour le manipuler, mais pour lui donner l'illusion à un moment de le remplir. Et ce vertige-là se fonde sur un thème qui est la mort et qui traverse en permanence tout le film. Toutes les images, ça aussi, il tombe amoureux de quelqu'un qui ne cesse de parler de la mort. Il y aura une réincarnation d'elle qui la pousse au suicide. Vous avez le bouquet mortuaire, vous avez le suicide, vous avez aussi la scène du cimetière, etc. La mort est partout. Et c'est ce qui rend justement cette femme, d'une certaine façon, immortelle, puisqu'en gros, elle vivrait à travers les âges, c'est un fantôme. Et Scotty arrive à affronter le vide réel à partir du moment où il se rend compte que sa vie a été construite sur du vide, cette trajectoire-là. Donc son parcours à lui, c'est un parcours très intéressant, où c'est quelqu'un qui s'est trompé depuis le début. En cela, l'ajout du personnage de Midge est vraiment intéressant. Parce que Midge, c'est celle qui, clairement, est là. C'est un personnage modeste, mais bien réel. C'est elle qui dit d'ailleurs, Is she a ghost ? C'est un personnage bien réel qui avait à lui proposer un amour tout simple dont il ne veut pas. Parce qu'il est justement trop simple. Et c'est quelqu'un qui a des fantasmes très romantiques. Finalement, c'est aussi un film sur, évidemment, l'illusion romantique. Et il ne peut pas accéder à ce qu'elle lui offrirait. D'où cette scène très amusante, où justement elle prend le tableau et elle se représente dedans. Elle essaye de tourner en dérision le ridicule de ce personnage, et c'est elle qui se trouve stupide parce qu'en fait, lui, il est déjà parti dans sa perversion à lui et elle ne pourra pas le rattraper. Et le personnage, donc, finalement, de Jodie, qui est tombée réellement amoureuse de Scotty, se retrouve à partir. Elle a joué le rôle d'une femme morte,
Tout ça, rappelons-le, hein, non seulement Madeleine, la Madeleine fictive, est censée être hantée par la mort et en instance de suicide, mais en plus, cette femme-là remplace quelqu'un qui est réellement mort et dont on va pouvoir donner un alibi absolument extraordinaire concernant l'assassinat. Donc la mort est partout, et Jodie, c'est l'origine de son personnage, c'est jouer une morte, donc il faut qu'elle finisse par mourir, hein, de cette manière assez abrupte, mais c'est aussi une façon pour Hitchcock de nous montrer que l'amour réel qu'elle a pour lui, elle est piégée depuis le début, de toute façon. Si elle veut réellement pouvoir l'aimer, eh bien, elle doit jouer le rôle jusqu'au bout, et le rôle, eh ben, c'est la mort, et elle n'a pas d'autre choix. Et donc reste de ce parcours, qui a quand même revêtu une forme de thérapie, puisqu'il a vaincu sa phobie, mais un trajet qui est un trajet hors du temps, d'une certaine façon. On reprend cette image du pont suspendu en forme de spirale, de la mort à la mort, un pont suspendu au-dessus de ce grand vide de l'absence de sens de l'existence. Et on est dans un film qui va largement au-delà du policier et livre une belle réflexion sur les fantasmes et la manière dont l'homme essaye, par l'amour ou par l'illusion, de déjouer toutes les angoisses qui sont celles de sa vie mortelle. Merci de votre attention.